Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Elles sont souvent considérées comme les filières des mauvais élèves et malheureusement comme les filières de ceux qui ne réussiront pas dans la vie. Les filières professionnelles ont mauvaise réputation, alors comment les revaloriser? On en parle dans un instant. Faire travailler la mémoire pour permettre l'égalité des chances et lutter contre le décrochage scolaire, c'est dans ce but qu'a été créé Créadop. Ses fondateurs seront avec nous en deuxième partie d'émission. Comprendre la philo grâce au rap, c'est l'astuce qu'ont trouvé Félure et Andro, un duo étonnant qu'on va vous présenter dans un instant avec Mickaël Dorian. Mais tout de suite, on retrouve Mika pour l'actu en bref. Mickaël, vous nous en parliez hier, mercredi, Jean-Michel Blanquer a présidé une réunion avec les ministres européens de l'éducation sur le sujet de l'Ukraine. Oui, l'objectif était d'apporter une réponse coordonnée et solidaire à cette guerre en matière d'éducation pour aider les enfants ukrainiens. A donc été décidé lors de cette réunion informelle la création d'une task force qui va s'articuler sur 5 axes. Un soutien financier au système éducatif des pays membres de l'Union européenne, la simplification des démarches pour faciliter la scolarisation des élèves ukrainiens, l'accès à des ressources partagées pour accompagner les professeurs européens à travers une plateforme commune, garantir un accès à la culture, à la langue et au système éducatif ukrainien et enfin contribuer au mécanisme de reconstruction du système éducatif ukrainien. Je vous propose d'écouter la commissaire européenne à l'innovation et à la jeunesse, Maria Gabriel, qui a insisté sur l'importance d'agir et d'agir vite. Il était urgent de se pencher sur les besoins essentiels des plus jeunes. Parce que, ne l'oublions pas, ces gens ont tout perdu en quelques jours et nous devons faire de notre mieux pour qu'ils puissent continuer à croire en un avenir meilleur. Et c'est pourquoi que la réunion d'aujourd'hui était avec un objectif, trouver une réponse rapide, mais surtout une réponse coordonnée afin de garantir les droits fondamentaux des élèves ukrainiens et ainsi assurer une continuité éducative pour apporter aux enfants la sécurité, la stabilité dont ils ont tellement besoin, tout en veillant à ce qu'ils ne perdent pas le contact avec leur langue maternelle et la culture ukrainienne. Ce jeudi, Emmanuel Macron a présenté lors d'une conférence de presse son projet pour la France et notamment sur le chantier de l'éducation. Emmanuel Macron qui souhaite, s'il est réélu, mettre la protection des enfants au cœur de son deuxième mandat et notamment sur le sujet des écrans. Et pour ça, le président veut une meilleure régulation des plateformes et des réseaux sociaux. On l'écoute. On nous a tous appris quand nous étions enfants à apprendre à comprendre la société avant de nous jeter dans la rue. Or, aujourd'hui, on met trop souvent, dès le plus jeune âge, des écrans dans la main de nos enfants sans les avoir formés, les avoir protégés. Et donc, ce qui a commencé à être mis dans la loi dans cette fin de mandat, il faut le renforcer, le spécifier, le consolider. Mais protéger nos enfants, c'est les protéger face au contenu. C'est aussi avoir un effort que nous devons mener à l'échelle européenne de plus grande régulation des plateformes et des réseaux sociaux pour protéger nos enfants face au contenu pédopornographique, face aussi au cyberharcèlement dont ils sont l'objet et d'assumer cette politique. Voilà, protéger nos enfants face aux écrans, on en a parlé beaucoup dans le Grand JT de l'éducation et on refera évidemment, Mickaël, un point sur cela avec nos invités. Concernant l'établissement scolaire, cette fois, Emmanuel Macron leur promet une plus grande liberté. Et pour ça, le président compte s'appuyer sur ce qui a déjà été fait dans 58 établissements marseillais dans le cadre du projet Marseille en grand. Dans la droite ligne de ce que j'ai lancé comme innovation à Marseille et dans le cadre de Marseille en grand. C'est-à-dire valoriser l'expertise de terrain, donner plus de liberté aux équipes pédagogiques, permettre à ces équipes de porter un projet, parfois de recruter sur profil et de dire on a besoin d'un collectif qui croit à un projet et qui le porte ensemble. Et donc pouvoir expérimenter d'autres organisations avec une continuité éducative différente, des nouvelles démarches pédagogiques, renforcer les soutiens scolaires et avec là aussi des moyens nouveaux qui seront à discuter, fonds d'innovation pédagogique, formation des équipes pédagogiques et d'encadrement. Un autre candidat à la présidentielle a lui aussi dévoilé son programme pour l'éducation. Il s'agit de Yannick Jadot. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle souhaite notamment, s'il est élu, recruter 65 000 professeurs de plus et augmenter leur salaire de 20%. Il envisage également de sortir du système de notation permanente des élèves ou encore réduire la durée des vacances scolaires car selon lui, tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires.
Je pense qu'on va traiter ce sujet très rapidement, le sujet des vacances scolaires sur le plateau du Grand JT. C'était l'un des objectifs du gouvernement, le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires. Et illustration, Virginie, avec une classe de CP de l'école Jules Verne de Ham, dans la Somme. Pierre Leroy y est enseignant et il a la chance donc de profiter de ce dispositif. C'est une mesure qui est uniquement à destination des écoles qui sont en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une classe de CP à 24 élèves, on a 2 classes de CP à 12 élèves. Ça permet d'avoir un nombre moins important d'élèves dans la classe, d'avoir une pédagogie qui est soit renouvelée, soit en tout cas plus centrée sur les élèves. Évidemment, on a des classes dans lesquelles on a plus de place, on a des classes dans lesquelles on peut moduler les espaces plus facilement que dans une classe quand on a 24 élèves. Et ça m'a permis d'interroger ma pratique dans tous les domaines. Et à noter que depuis la rentrée de septembre dernier, 330 000 élèves sont concernés par ce dispositif de dédoublement de classe. Merci Mickaël, on vous retrouve tout à l'heure pour Quoi de neuf sur les réseaux. Comment valoriser les filières professionnelles? Comment faire en sorte qu'elles ne soient pas celles des mauvais élèves? Eh bien on en débat tout de suite dans la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Dylan Aïssi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du collectif Une Voix pour tous, qui réunit des élèves, des anciens élèves et des profs pour alerter, sensibiliser et redorer enfin, oui, j'insiste, enfin, l'image des filières pro. Face à vous également, j'accueille Germain Filoche. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir aussi. Vous êtes membre de ce collectif et professeur de lettres et d'histoire-géographie, lettres modernes. Lettres et histoire. On dit, oui, maintenant on ne dit plus classique ou moderne. En fait, en lycée professionnel, les professeurs sont bivalents, donc on dit lettres-histoire. Ben voilà, lettres-histoire. Merci d'être là tous les deux. Pourquoi vous avez créé ce collectif et pourquoi être membre? Qu'est-ce qui a avancé? Le collectif, on l'a créé d'abord parce qu'on partageait un constat qui est partagé aujourd'hui par tout le monde, si on regarde les différents rapports qui existent, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a de grosses difficultés dans le lycée professionnel, qu'il y a énormément de problématiques et que les réponses qui sont apportées sont aujourd'hui pas assez orientées dans le sens de l'élève et en fait correspondent pas aux réels besoins. Donc on s'est dit, avec l'expérience, les expériences qui sont les nôtres en tant qu'élève, en tant qu'ancien élève, ou en tant que professeur, qu'il fallait pouvoir structurer quelque chose de nouveau, d'indépendant, qui pourrait porter des propositions avec les vécus qui sont les nôtres. Et pourquoi, en fait, Dylan ici parle justement de ces gros problèmes que rencontre la filière pro? Vous êtes d'accord déjà, Germain Filoche? Et quels sont ces... On va les détailler évidemment, mais en gros, les gros problèmes que vous rencontrez? Il y a une série de problèmes. Déjà, le fait qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire que le lycée professionnel scolarise quand même un lycéen sur 3. Et on n'en parle pas. C'est-à-dire que quand on parle du bac général, mais on ne parle pas du bac général et du bac professionnel. Alors je suis contente parce que nous, School existe depuis un mois et on a déjà fait au moins 5 débats là-dessus, enfin échanges là-dessus. Et je vais continuer parce qu'en fait, depuis le début, je dis qu'il faut absolument relancer ces filières pour parler et faire échanger, faire évoluer les mentalités. Donc effectivement, on n'en parle pas, on le fait aujourd'hui. Et c'est très bien, merci beaucoup en effet d'en parler et de nous donner cette parole. C'est vraiment extrêmement important en effet d'en parler parce que c'est donc un lycéen sur 3. Et puis les gens ne connaissent pas en plus. Et puis les gens ne savent pas ce que c'est que les filières pro. Les gens ne connaissent pas ou ont une idée qui est complètement biaisée. On pense que les lycéens professionnels sont des sous-élèves ou en tout cas sont des mauvais élèves. Sont des élèves qui sont violents ou qui peuvent avoir des accès de violence. Des élèves qui sont en difficulté scolaire. Alors, il y a évidemment des difficultés scolaires pour les élèves, mais de la généraliser ou en tout cas avoir une vision qui s'oppose, où on opposerait donc les lycées de centre-ville généraux et puis les lycées professionnels de banlieue ou de milieux ruraux, c'est un petit peu compliqué, en tout cas un peu simplet. Donc il faut apporter la complexité. Quand vous parlez de ça, que vous dites qu'on pense que le « on », c'est qui? Ce sont les parents, ce sont les gens de l'éducation, ce sont les journalistes, c'est qui? C'est ça le problème, c'est que c'est un peu tout le monde. À la fois les parents, c'est-à-dire que quand on est parent, on n'a pas envie de mettre son enfant en lycée professionnel dès lors qu'on connaît un petit peu, en tout cas qu'on s'intéresse à l'orientation de son enfant. En tout cas, c'est très rare qu'on veuille le faire. Ensuite, les journalistes, en effet, quand on entend parler dans les médias du lycée professionnel, très souvent, on voit que les journalistes ne sont pas suffisamment renseignés, ou en tout cas une vision qui manque un peu
un peu. C'est-à-dire qu'il y a même des journalistes qui nous disent régulièrement « Ah, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était si dense, si profond, qu'il y avait des ateliers en lycée professionnel. Je ne savais pas qu'il y avait un lycéen sur 3. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient concernés par ce sujet. » Et donc les journalistes découvrent en effet, et ça c'est un plaisir de pouvoir les orienter là-dedans, mais ils découvrent Mais c'est inquiétant. la complexité. En même temps, Je comprends que ça vous inquiète, et tant mieux, on va en parler ensemble justement. Vous, Dylan, c'est votre cas, vous avez fait ce chemin-là vers la filière pro. Comment ça s'est passé? Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à réfléchir à votre avenir? Vous étiez au collège? Ouais. Alors pour le coup, moi j'ai eu un collège assez compliqué, sans brevet. Donc le lycée professionnel est apparu comme la seule alternative. Ça veut dire que assez rapidement, j'ai compris qu'il y avait, et on m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucune possibilité que je puisse aller en lycée général. Ce qui est C'était compliqué, pardon, mais c'est pour raconter, parce que c'est important quand même, une histoire personnelle permet aussi de comprendre l'histoire de beaucoup d'élèves dans votre cas. Pourquoi compliqué? Parce que vous ne travailliez pas? Parce que vous étiez perturbant? Parce que quoi? un peu de tout. D'accord, donc vous ne passez pas votre brevet à ce moment-là? Je le passe, je ne l'ai pas. Oui, vous l'avez pas. Je ne l'ai pas, et puis c'est une orientation qui arrive par défaut avec le dernier lycée de ma liste de vœux. Donc finalement, c'est une orientation qu'on subit. Et quand vous parlez de vœux, ça veut dire qu'on vous a obligé à faire un vœu? Vous aviez envie de poursuivre vos études, ou à ce moment-là, c'était pas vraiment l'idée? Moi, je souhaitais poursuivre les études, si vous voulez. En collège, on a encore cette chance de pouvoir avoir des rêves, pouvoir avoir des ambitions. Maintenant, il y a une réalité éducative qui fait qu'on est orienté dans des filières professionnelles qui correspondent absolument pas à ce qu'on peut avoir comme envie et comme ambition. Donc j'avais le souhait de poursuivre l'école. Oui. J'ai fait ce lycée professionnel. Qui était où? Qui était à Montrouge, donc dans 92. Moi, je suis de Bagneux. Et donc, avec le recul, c'est une expérience qui est géniale. Il y a plein de choses à en tirer de bon. Malheureusement, c'est aussi le lycée pro est aussi un broyeur d'ambition pour trop de personnes. Alors les bonnes choses déjà. Il y a de bonnes choses. Quelles sont-elles? Il y a de bonnes choses, mais pas au niveau scolaire. Si vous voulez, moi j'étais dans un environnement scolaire où on profitait, où on n'était pas forcément très scolaire pour le coup, mais d'un point de vue relationnel et en termes d'ambiance, etc. C'était une très bonne expérience. Qu'est-ce que vous appreniez principalement? Qu'est-ce qui vous plaisait le plus à cette époque-là? Ce qui me plaisait le plus, c'était les matières comme lettres, histoire, géographie. Ma filière d'orientation ne me plaisait absolument pas. J'étais en gestion d'administration. Et pourquoi vous avez été vers la gestion d'administration? Parce que c'était la seule qui m'accepterait. Et puis parce que c'était le nom qui permettait d'entrevoir le plus de possibilités possibles. Mais dans les faits, la filière en elle-même ne m'intéressait absolument pas. Et c'était le cas pour la grande majorité de mes camarades. Bah oui, mais alors le constat est quand même dramatique, parce que finalement, vous allez vers une filière qui est censée accueillir effectivement, comme vous le dites, enfin en tout cas c'était votre cas, peut-être des enfants qui ont un peu de mal effectivement avec le côté scolaire, le côté adapté, et en même temps qui se retrouvent dans des filières qui ne les intéressent pas. Enfin, le dégoût est encore majeur, non? Absolument, mais le constat est fait, et le constat est chiffré surtout, et c'est ce qui nous a particulièrement marqué quand on a commencé ce collectif, c'est de tomber sur tout un tas de chiffres. C'est de voir que 88% des décrocheurs scolaires venaient de lycées professionnels. C'est de voir qu'on avait un élève sur deux qui arrivait avec au moins un an de retard scolaire en seconde. C'est de voir qu'il y avait aussi des réalités sociales, comme le fait que dans les filières du tertiaire, donc gestion, administration, commerce, vente, on est à 72% d'élèves issus de milieux très défavorisés, selon le ministère de l'Éducation nationale. Qu'on est à 75% des élèves issus de l'immigration qui sont orientés en lycée professionnel. Donc en fait, il y a tout un tas de chiffres qui s'accumulent, qui montrent que c'est pas seulement un hasard, que c'est pas seulement un souhait pour les élèves, qu'il y a aussi des difficultés, qu'il y a aussi une fatalité sociale qui mène vers le lycée professionnel. Mais justement, ils ont été très nombreux. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Blanquer aussi, a mené cette réforme pour dire qu'il fallait justement repenser les filières pro. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que si vous êtes encore là à dire que ça ne va pas, c'est que je sais bien qu'on ne fait pas Rome en un jour, mais on a eu le temps quand même en 5 ans de faire bouger les choses. Est-ce que les lignes ont un peu bougé de votre côté? Vous avez vu quelque chose ou pas? Les lignes ont bougé, mais je ne sais pas si elles ont bougé dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a encore, en effet, beaucoup de décrochages et encore beaucoup de difficultés qui résident dans les lycées professionnels. Et je crois que la réforme qui a été proposée par le ministre Jean-Michel Blanquer, déjà, s'est faite sans consultation.
en tout cas avec très peu de consultations de la part des enseignants ou des syndicats ou des pédagogues ou des chercheurs. Ça a été beaucoup le cas aussi pour les protocoles sanitaires divers et variés qu'ont vécu tout l'ensemble de l'éducation nationale en général. Tout le monde s'en est plaint. Tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est une réforme qui quand même était censée être transformer la voie professionnelle. C'était le mot qu'il a utilisé, transformer la voie professionnelle. Et pour autant, on voit qu'en effet, il y a des noms de diplômes, de métiers, de filières qui ont changé. Mais en fait, on reste quand même assez dans la superficie, sachant que l'une des vraies difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec cette réforme, c'est la diminution du volume horaire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un volume horaire, notamment dans les matières générales, qui était assez important. Là, ce volume horaire a diminué. Alors, je peux entendre qu'on puisse se dire que les élèves sont pas très scolaires et donc ont envie de passer plus de temps en entreprise. Je peux l'entendre, encore que je pense que ça devrait s'étudier avec beaucoup plus de précision, parce qu'on serait peut-être surpris des résultats. Mais il y a quand même des enjeux. C'est-à-dire qu'on forme pas que des travailleurs en lycée professionnel, on forme aussi des citoyens. Comme partout en fait, l'école est là pour former des citoyens. Et aussi, pourquoi pas, de futurs étudiants dans d'autres disciplines et sur un avenir différent. Exactement, parce que les élèves de lycée professionnel, pour la plupart, ont envie de continuer des études. Ils n'ont pas envie forcément d'aller travailler à 18 ans tout de suite. Ils ont envie de faire des études. Alors souvent c'est un BTS, donc 2 années, mais parce que ça leur permet de pouvoir potentiellement aller à l'étranger, ça leur permet de pouvoir augmenter leur capacité à trouver un travail et aussi de pouvoir évoluer dans leur carrière. Donc évidemment, ils ont intérêt à faire ça. Mais ça nécessite donc d'avoir des matières d'enseignement, un volume horaire d'enseignement général qui soit important. Or, le français, donc moi je suis professeur de français, de lettres, cette discipline-là a connu une baisse très importante, notamment en terminale, avec la réforme de Jean-Michel Blanquer. Mais c'est ça que je ne comprends pas. On se plaint du fait que les enfants, ou les élèves, si je puis dire, ne savent pas lire, écrire, ni compter. Et pour autant, on voit aussi bien dans la filière générale que dans la filière pro un déficit en termes d'horaire. C'est absurde. Comment c'est possible ? C'est absurde. Enfin, il y a quand même une explication quelque part. Si nous trois, on se dit que c'est absurde, c'est qu'il doit forcément y avoir une réponse. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec en travaillant avec ce collectif, c'est de voir tout l'historique du lycée professionnel. Et le fait qu'au moment des lois de Vaquet, il y avait eu une mobilisation de lycéens professionnels qui disaient pour nous, la sélection se joue bien avant la fin du lycée. Et on veut faire de nous des ouvriers, ou on veut directement nous envoyer à l'usine. Et c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir en lycée professionnel. Vous parlez d'une assignation et pas d'un choix, en fait. Absolument. Donc, on assigne, donc une assignation sociale, une assignation territoriale, notamment pour les lycées pro dans les territoires ruraux. Et cette question de l'enseignement général en lycée professionnel, finalement, je pense qu'on a peut-être une image du lycéen professionnel, comme Germain le disait, de façon exclusivement professionnelle. Et donc, on veut seulement faire de futurs travailleurs et non pas de futurs citoyens. Et donc, c'est par exemple une des propositions qu'on fait de la mise en place de cours de philosophie de façon totale, comme ça peut l'être en lycée général. Ça plaît ? Ça plaît. Et en fait, ça illustre finalement la considération pour la capacité à réfléchir qu'on a pour les lycéens professionnels. Et finalement, peut-être... Ce qui est fou, c'est qu'on est à le dire quand même. Absolument. C'est quand même assez étonnant. Non, mais d'en arriver là, je veux dire. Complètement. Parce qu'on est dans une filière pro, on ne peut pas faire de philo, on ne peut pas réfléchir. Il faut juste être mécano, en fait. Complètement. Et les syndicats notamment se battent depuis des années pour avoir cette mise en place là de l'enseignement de la philosophie, sans que ça soit écouté, parce que justement on a encore cette vision du lycéen professionnel comme simplement du futur travailleur et non pas du futur citoyen. Et alors c'est important parce que vous parliez aussi tous les deux de la manière dont en fait est fixé l'avenir de ces enfants qui sont dans des milieux défavorisés, où on les envoie directement vers les filières pro. Comment ça s'organise ? C'est-à-dire c'est quoi ? C'est ancré ? C'est-à-dire que c'est ancré finalement au sein de la famille ? C'est pas toujours la faute des parents ni forcément de l'entourage ? C'est quoi ? C'est naturel finalement ? On sait, si vous voulez, que la France, c'est le pays de l'OCDE où le poids de l'origine sociale est la plus importante, sur les performances scolaires. On sait qu'en France, 2022. C'est ça. On sait qu'en France, il faut cette génération pour changer de classe sociale. On sait qu'il y a tous ces chiffres qui font que la France, en termes d'égalité des chances, c'est, je crois, entre le Mexique et la Bulgarie, à peu près. Combienième rang, vous savez dans les derniers, en tout cas. C'est ce que j'avais lu aussi, mais je me souviens plus du chiffre. Ce qui est certain. Donc, en fait, on a déjà ce constat du réel problème d'égalité des chances et du réel problème d'assignation sociale. Et donc, cette mécanique, c'est que on est issu de milieux défavorisés, on a moins de
compétences ou moins de chance à la naissance, et effectivement, on va aller dans un établissement qui est fait pour ceux qui ont moins de chance et moins de compétences. Ce qui fait que les lycées pro sont des machines de reproduction sociale aujourd'hui. Ouais, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en collège, on demande aux élèves d'être parfaits, de rentrer dans un moule scolaire. Pour rentrer dans ce moule, il faut être accompagné, il faut que les parents soient derrière. Mais tous les parents le savent, il faut que les parents soient derrière pour faire les devoirs le soir, pour rendre les copies à temps, pour pouvoir ne pas oublier ses affaires dans son cartable, pour pouvoir être bien présent. Bon, voilà. Ça, c'est difficile quand on a des parents qui soit se lèvent très tôt le matin pour aller travailler ou faire les ménages ou pour aller dans des boîtes à des heures pas possibles, soit quand elles reviennent justement tard le soir, parce que là aussi, il y a du travail. Donc ça, du coup, ça nécessite en fait un accompagnement qui n'est pas présent dans les familles qui sont les plus défavorisées. Et donc le collège est un mode de sélection par ce biais-là, par défaut. C'est-à-dire que les élèves qui n'ont pas de bonnes notes, on leur pose même pas la question, ils vont en lycée professionnel. Est-ce que c'est aussi parce qu'on se dit de manière générale, mais j'ai lu les chiffres et c'est pas tout à fait vrai, que c'est aussi l'endroit, finalement, les métiers où il y a du boulot, où il y a moins de chômage? Et donc, par essence, les parents se disent, faut mieux que tu trouves un boulot de boulanger ou d'artisan, etc., parce que c'est là, finalement, où tu vas trouver un job. Pour le coup, il y a les CAP qui permettent peut-être une insertion plus rapide et plus efficace. En lycée professionnel, le dernier rapport de Céline Calvez, qui était la députée qui a travaillé sur le projet de réforme, dit 51% des élèves de lycée pro sont au chômage 7 mois après, l'obtention du bac. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il y a une catastrophe. Et on s'est tous posé, ici, la question à la rédaction, justement, et on s'est tous posé un par un de savoir si oui ou non, en filière générale, puisqu'on avait fait tous une filière générale, savoir si on était au chômage. Et en fait, on a tous répondu oui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Complètement. Pas de règle. Sauf qu'on nous vend le lycée professionnel comme la voie de la professionnalisation et de l'insertion. Voilà. Ce qui est complètement faux. On voit donc qu'il y a un problème en termes d'insertion, on voit aussi qu'il y a un problème en termes de poursuite d'études, qu'on se retrouve avec à peu près un quart des lycéens professionnels qui réussissent le BTS et avec 3% des lycéens professionnels qui arrivent à la fin de la licence quand ils la tentent. Ça veut dire qu'en fait, la promesse de départ du lycée professionnel n'est tenue ni dans un cas ni dans l'autre aujourd'hui. Mais là aussi, je peux vous expliquer la mécanique. C'est-à-dire qu'un élève qui sort d'un collège, qui a été orienté en lycée professionnel, qui arrive en lycée professionnel, malgré lui, avec une orientation par défaut, qu'il n'a pas choisie. Très souvent, souvent c'est quand même une orientation par défaut. Il arrive dans le lycée, il passe son baccalauréat, mais sans être motivé, en apprenant peu de choses, du coup en n'apprenant pas à travailler. Or, ce que demande un patron, c'est que, à la rigueur, peu importe les compétences, c'est que l'élève soit motivé, qu'il ait envie de travailler. Donc moi je pense que le grand problème qu'on a aujourd'hui dans les lycées professionnels, c'est qu'on a une orientation par défaut et on a donc des élèves qui ne sont pas motivés pour travailler. Et comment on pourrait repenser alors la situation, puisque vous avez monté ce collectif, j'imagine que continuellement vous avez des idées aussi pour faire évoluer les choses. Comment on pourrait repenser et proposer à tous ceux qui nous regardent, à le ministère en particulier, de faire évoluer ces mentalités-là, aussi bien pour j'imagine la formation des professeurs qui y sont, que pour l'orientation des élèves, parce que c'est une orientation qui est faite naturellement, vous le disiez. Oui. Là, c'est cette rotation dont vous parlez. Il y a plein de pistes. Je laisserai Dylan évidemment en expliquer certaines, mais déjà. Quand on est à 24, 25, 30 parfois dans une classe et que nous-mêmes on n'est pas motivés et qu'on est avec 30 autres élèves qui ne sont pas motivés, c'est délicat. En filière générale aussi. Ouais, alors c'est délicat en filière générale, ça c'est évident, mais en filière générale, en filière professionnelle, par exemple, c'est encore plus compliqué, croyez-en mon expérience. Mais plus compliqué pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément le cadre de travail qui permet justement, même si un élève n'est pas motivé, mais qu'on arrive à le remobiliser, parfois c'est difficile quand il y a trop d'élèves. Est-ce que c'est parce qu'il se sent déjà en échec, en fait ? Est-ce qu'il a l'impression d'être déjà dans une espèce de voie de garage et de repli et de se dire, de toute façon, j'y suis, il faut que le temps passe Les élèves sont brisés quand ils arrivent en seconde professionnelle. Très souvent, ils sont brisés. Parce en fait, c'est les élèves qui sont au fond de la classe dont on ne s'est jamais occupé. C'est les élèves qui ont des mauvaises notes, on s'est toujours dit, de toute façon, il ira en professionnel. C'est des élèves qu'on n'a pas considérés. Donc, c'est des élèves qui sont en échec et qui ont besoin d'être rabibochés avec l'institution. L'institution avec un grand I, pour le coup. Ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts. Absolument. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une école qui émancipe, une école qui permet d'atteindre ses ambitions. Et pour ça, une de nos propositions phares, c'est la création de nouvelles filières. On se dit finalement, si le lycée professionnel, dans son ambition initiale, doit former à des secteurs d'activité,
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas former au plus grand nombre de secteurs d'activité possibles? Et pourquoi est-ce que demain, on ne pourrait pas avoir une filière sur le métier du jeu vidéo, qui est aujourd'hui la première industrie culturelle au monde? Oui, j'ai vu, c'est le métier de la communication. Absolument, de la communication, de l'audiovisuel, du sport, etc. En fait, il faut que les élèves, d'où qu'ils viennent, puissent avoir des filières qui correspondent à leurs ambitions, à leurs attentes, et qu'on ne se retrouve pas justement avec des classes qui, à majorité, sont composées d'élèves qui sont là par défaut. Et donc, pour aussi être fidèle à l'ambition d'insertion pour celles et ceux qui le souhaitent, on veut aussi la mise en place d'équivalence. En fait, se dire que pour quelqu'un qui obtient un bac pro métier des solidarités, qu'on souhaite par exemple, il puisse aussi être détenteur du DEME qui permet de travailler avec des publics à bas âge en difficulté. Diplôme d'éducateur moniteur, idem pour le bac pro sport qu'on souhaite avec le BPGEPS, etc. Donc double ambition, épanouissement de l'élève et insertion pour celles et ceux qui le souhaitent, et puis poursuite d'études pour les autres. Et pour tous ces élèves qui aussi font une filière pro, vont vers la filière pro par choix, il y en a quand même. Absolument. Mais ceux-là, comment ils se sentent? Parce que quand on est dans une situation comme ça, un peu gênante, avec des camarades qui se sentent pas à leur place et qui se sentent déjà brisés, comme vous le dites, ce sont vos mots, et c'est fort, dès l'arrivée après la seconde. Comment on peut réussir justement à avoir une homogénéité et enseigner par exemple lettres, histoire, géo? C'est pas simple, mais ils y arrivent parce que là, il y a de la volonté. En effet, il y a quand même des élèves qui sont très, qui sont tenaces, quoi. C'est-à-dire qui veulent absolument réussir. Alors que le découragement est facile. Et donc, c'est toujours compliqué. On a toujours cette tension à gérer entre les élèves. Et donc, il faut là aussi les accompagner. Et ça demande aussi du cours en petits groupes. Ça demande aussi des activités culturelles à côté parce qu'il faut leur montrer que voilà, il y a aussi une ouverture culturelle qui est importante. Donc, il faut les accompagner jusque-là, parce que la grande difficulté que ces élèves peuvent avoir, s'ils veulent continuer dans le supérieur, c'est de ne pas être au niveau de ceux qui ont un bac général. C'est-à-dire de ne pas être capable de pouvoir écrire des dissertations de 4-5 pages, de ne pas être capable de pouvoir prendre des notes, de ne pas être capable de pouvoir d'avoir une culture générale aussi qui soit au même niveau, d'être allé visiter les musées autour de son lycée. Voilà, ça, c'est des choses qu'en lycée professionnel, qui sont peu faites en lycée professionnel. Et donc, ça, c'est des pistes assez concrètes. Mais pourquoi avoir en fait créé, pardon, je reviens peut-être à Hérode, mais des filières pro et des filières générales? Pourquoi on n'intégrerait pas finalement le pro à un tronc commun général? Et ce ne serait pas une solution aussi, ça? Alors ça, c'est quelque chose... On enlève des filières, on remet des filières, on resserre et puis finalement on rechange, on refait une réforme, ça ne marche pas. Enfin, les réformes, il y en a tout le temps. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup à titre personnel pour le coup. On défend le lycée professionnel. C'est une chance, le lycée professionnel. Ça pourrait être une chance, en réalité. Pour quelqu'un qui souhaite faire de la gestion administration, un bac pro gestion administration, c'est parfait pour pouvoir apprendre, découvrir ce métier, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une orientation qui est subie. Et que donc, quand on a 10% de gens dans une classe qui sont là par choix, on en a 90 autres qui sont là par défaut. Mais on est capable, en troisième, de savoir qu'on va faire la gestion administration? Vous saviez, en troisième, ce que vous vouliez faire? Moi, je savais qu'il y avait des choses... Je savais qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Je savais plus ou moins les choses qui m'intéressaient. Et je sais que s'il y avait eu d'autres propositions de filières, je me serais peut-être plus épanoui dans ces filières. Ouais. Et donc l'idée, c'est de dire le lycée pro est une chance. Malheureusement, il est mal exploité. Et nous, on est pour développer de nouvelles filières, pour se dire en fait qu'il y a des élèves qui souhaitent aujourd'hui directement être soit dans des tâches manuelles, soit pouvoir apprendre un secteur d'activité. Il y en a qui aiment le sport, il y en a qui aiment la musique, il y en a qui aiment les médias, et en fait pouvoir avoir des filières qui correspondent à ces ambitions. Et aussi être dans une logique où on n'enferme pas, où le lycée professionnel ne doit pas aussi être une assignation professionnelle. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une question sur la mobilité de l'emploi, et donc se dire que ça doit permettre de découvrir un secteur d'activité, mais qu'en aucun cas, ça doit mettre des barrières sur une éventuelle orientation professionnelle. Oui, je vous en prie. Oui, est-ce que juste peut expliquer le fait qu'en lycée général, on a le droit qu'on élève à des options, théâtre, des options, enfin voilà, il y a plein d'options au lycée général. Et en lycée professionnel, on n'a pas le droit à ça. J'allais y venir justement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de minutes justement, donc je suis ravie. On est justement dans des établissements qui sont différents. Donc la proposition que vous faites et qui en effet réfléchit, je crois, par pas mal d'organisations, de syndicats, de pouvoir avoir un établissement commun, ça aurait du sens, notamment pour permettre justement cet accès à la culture. D'autant plus que parfois ils sont en effet séparés, ces établissements, alors que, et ce qui explique du coup la méconnaissance aussi qu'il peut y avoir, alors que c'est des publics qui pourraient être complètement rassemblés dans les mêmes établissements. Après, il y a la question des ateliers, c'est vrai. En lycée professionnel, il y a des plateaux, ce qu'on appelle des plateaux techniques, qui sont immenses et qui ne peuvent pas être installés n'importe où, mais
on pourrait quand même envisager le fait d'avoir dans des lycées professionnels des filières générales. Et oui, ça marcherait, et pour qu'en ça plus, pourrait marcher. en filière générale, puisse aussi accéder à des métiers. Parce que moi, j'ai fait une filière générale, et je me suis toujours posé la question de savoir, finalement, pourquoi je n'avais pas accès à plein de métiers, à plein de choses qui auraient pu me tenter par ailleurs, comme l'artisanat ou autre. Tout à fait. Vous avez fait, je crois, Dylan, aussi après, d'autres études qui ont suivi. Vous avez fait Sciences Po, c'est ça? C'est ça, non, j'ai fait une licence de sciences politiques à l'université de Nanterre, et aujourd'hui je suis étudiant en communication. Et quel a été, c'est pour terminer là-dessus, mais j'aimerais que vous fassiez aussi figure finalement, comment dire, positive pour tous ceux qui nous regardent, pour pouvoir, pour avancer et faire autre chose aussi après les études de filière pro. Donc vous faites ce fameux bac, et ensuite. Et ensuite, du coup, je rentre en licence de sciences politiques à Nanterre. La première année était assez compliquée d'un point de vue technique et sur les questions de méthodologie, parce que j'avais un retard en termes de capacité rédactionnelle, en termes de référence, en termes de culture. Mais j'étais passionné par le sujet, j'étais passionné par la filière, ce qui a fait que j'ai eu mes 3 années sans trop de difficultés. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on souhaite la création de nouvelles filières. Pour se dire que, comme Germain l'a dit, aujourd'hui, l'entrée en lycée professionnel, ça broie les ambitions. Et ça va dans le sens, en tout cas, ça va dans l'idée se développe qu'on n'est plus capable de rien faire, sinon la filière pour laquelle on a été formé. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de dire il faut de nouvelles filières pour dire aux gens, vous savez ce qui vous intéresse plus ou moins, et vous pouvez performer dedans. Donc moi, j'ai fait ce choix-là, ça s'est plutôt bien passé. Et l'idée, c'est de dire aussi que voilà, on peut avoir des filières qui correspondent aux ambitions pour que celles-ci puissent se réaliser. Écoutez, merci à tous les deux. J'espère qu'on va faire avancer un peu le débat. Je vous propose qu'on se retrouve d'ici un mois, qu'on fasse le point après les élections. On verra bien si oui ou non les choses auront évolué. En plus, notre président Emmanuel Macron est en train de parler justement à l'instant. Donc, on va faire le point petit à petit et aux différentes propositions qui vont être faites par les candidats, puis finalement par le président sortant. Je rappelle, Dylan, ici, que vous êtes donc porte-parole du collectif Une Voix pour tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Germain Filoche, merci à vous aussi. Vraiment, vous êtes membre de ce collectif aussi et professeur donc de lettres, histoire, géo. Restez avec nous. Juste après la pub, on vous fera découvrir Créadop, une série d'outils pédagogiques pour permettre aux élèves de faire travailler leur mémoire. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, je suis avec Frédéric Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ainsi que Hubert Pernaut-Debreuil, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes tous les deux les fondateurs de Créadop. Regardez-moi, Créadop. Merci d'être avec nous, c'est vraiment formidable. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est un travail de fourmi pour une mémoire d'éléphant. Oui. Ça a été fait pour moi, en fait. Qui n'ai pas de mémoire et qui travaille dans un métier où vraiment, je devrais en avoir beaucoup. Expliquez-nous comment a démarré Créadop déjà, Hubert Pernaut-Debreuil. Moi, j'ai voulu démarrer Créadop quand Frédéric m'a fait découvrir l'outil qu'elle avait créé. Frédéric, elle est orthopédagogue, elle a beaucoup travaillé avec une neuropsychologue. Elle sait comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la mémoire. Et elle a réussi à concentrer les découvertes qui ont été faites en neurosciences sur les connexions nécessaires pour mémoriser en mémoire à long terme. Et elle a réussi à créer un outil qui soit ludique, facile à utiliser et qui donne des résultats exceptionnels. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit il faut que tous les enfants des écoles aient ça. Vous étiez bon élève, vous, ou pas? Non, justement. Et vous aviez une bonne mémoire? Oui, ça va à peu près. Ouais. Ça va à peu près. Mais vous avez été sensibilisé à... C'est surtout que ma scolarité, elle n'a pas été facile. Et quand j'ai découvert cet outil-là, je me suis dit, mais si j'avais eu ça, moi, dans ma scolarité, que ce soit en primaire, ou au collège ou au lycée, ça aurait été un truc extraordinaire. Donc, on a travaillé pour le rendre disponible à toutes les écoles. Alors, je m'adresse au petit génie, alors. Alors, Frédéric Saint-Martin, racontez-moi, quel est votre métier à la base? À la base, je suis orthopédagogue. Oui, et moi, je veux dire... Orthopédagogue, ça veut dire apprendre à apprendre aux enfants avec les bons outils, les bonnes méthodes. Et puis moi, je me suis appuyée sur les méthodes canadiennes qui m'ont été transmises par la neuropsychologue avec qui j'ai travaillé, qui est sur Lyon. Et je suis autodidacte parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... cette nouvelle école, qui est l'école des orthopédagogues de France,
qui est une très bonne école, qui s'appuie aussi sur les outils canadiens. Et donc vous travaillez avec des enfants, avec des élèves Oui. en périscolaire, c'est-à-dire en dehors de leurs études. C'est ça. Et vous avez constaté une déficience justement de la mémoire pour beaucoup d'enfants. Oui. Avec la neuropsychologue, elle bilantait les enfants et souvent se retrouvait avec des enfants qui arrivaient en 6e ou en 5e et qui se cassaient la figure, alors qu'ils avaient été des très bons élèves au primaire. Et en fait, quand je travaillais avec eux, je me rendais compte que la mémoire était là, mais elle n'était pas disponible assez rapidement. Donc en fait, ils perdaient du temps dans leurs réponses, dans leurs calculs, dans leur manipulation. Et cette perte de temps, c'est ce qu'on appelle les fameuses lacunes. Et en fait, j'ai principalement travaillé avec eux pour récupérer cette mémoire à long terme, mais qui soit rapide. C'est-à-dire qu'on a 100 milliards de neurones dans le cerveau. 100 milliards 100 milliards. Disponibles, à disposition. Je ne suis pas sûre qu'on n'utilise même pas un dixième, non? Non, on n'utilise pas beaucoup en même temps, parce que sinon on sera en surcharge cognitive. Et l'idée, c'est de créer des connexions sur ce qu'on comprend, et ensuite de maintenir ces connexions pour pouvoir les garder en mémoire. Mais pour garder ces connexions près les unes des autres, il faut redemander la connexion de façon régulière. Donc ça fait un effort constant. C'est un effort constant. Ça demande du temps. Mais en fait, il ne faut pas le faire pendant 3 heures d'affilée, ça ne sert à rien. Il faut le faire par petites touches, régulièrement, un peu tous les jours, puis une fois par semaine, puis une fois par mois. Alors racontez-moi de manière pratique comment ça se passe. Voilà. Cette boîte, elle sert à quoi? Donc, alors, la classe reçoit, c'est ça? Ou chaque élève reçoit une boîte comme ça, dans laquelle il y a ces 3 boîtes-là. Oui. Ces 3 boîtes-là, quand elles s'alignent, elles font une ligne du temps. Voilà. OK. Et on va avoir avec des flashcards, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la réitération fragmentée, c'est des petites choses, se répéter des petites choses. On a une question avec une réponse. Et alors, puis je vais voir si je peux répondre à la question déjà. Oui. 2 fois 3, c'est bon. 18. 3 fois 2, c'est bon. 9. Alors, c'est bien. C'est bien, parce que vous l'avez su. Alors, vous pouvez mettre dans le plus. OK, voilà. D'accord. Et ensuite, les enfants vont s'interroger sur une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de cartes tous les jours. D'accord, donc là par exemple, j'ai que des maths. J'ai que des multiplications et j'ai que des maths. Mais on a donc là, aussi, a priori, je réponds à peu près à tout. Voilà. D'accord. Ça reste dans le plus. OK. Et on fait ça matin et après-midi, tous les jours de l'école. Pour réitérer en permanence. C'est la répétition qui marche. Voilà. Il y a des enfants qui ne savent pas tout dès le départ, donc il y a des choses qui vont rester dans le plus ou moins, c'est-à-dire je suis en train de l'apprendre, mais je ne le sais pas parfaitement, ou je ne le sais pas encore. D'accord. Voilà. Et ce petit tri-là, tous les jours, ça prend 5-10 minutes. Mais c'est eux-mêmes qui le font, ils ont l'humilité en fait de le faire, de je sais pas. C'est un travail personnel, c'est pas un outil de contrôle, c'est un outil pour apprendre. Oui. Donc c'est ce que d'ailleurs les élèves aiment beaucoup parce que c'est leur petit travail personnel, c'est leur outil à eux. Et c'est pas un outil de contrôle, donc ils peuvent être honnêtes et ils disent je sais pas encore, je mets dans le moins. Et même quand ils travaillent à deux, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut travailler à deux, par exemple pour les mots invariables où ils se les dictent entre eux, eh ben ils jouent le jeu. Donc mon fils a un contrôle de main sur les homonymes justement et les mots invariables. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer? Vous avez la solution? Moi j'ai les homophones. Voilà les homophones de main. Les homophones. Je vous le dis en plus c'est la vérité, il a un contrôle sur les homophones de main. Il a 11 ans, il est en 6e. Alors, Roméo, tiens-toi bien. Donc, là, j'ai de la conjugaison. Oui. Ils sont où mes homophones? Non, j'ai tout mélangé en fait, je crois. Bon, c'est pas grave, c'était à titre d'exemple. Mais là, voilà. par exemple. Oui. Non. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est aucune importance. Proposez-moi autre chose. Alors. Ah oui, complétez son S-O-N-T et son S-O-N. Le chat dort dans son panier. Donc, a priori, S-O-N, si je ne fais pas de faute. Les souris sont tranquilles, S-O-N-T. Voilà. Mais effectivement, pour distinguer le verbe du pronom. Voilà. L'association. D'accord. Et l'élève va le réitérer X fois. Et l'avantage, c'est que ça va effectivement permettre de mémoriser dans la mémoire à long terme. C'est fondamental. Voilà, parce que le rythme, là, ça, c'est tous les jours de la semaine. Et ensuite, à la fin de la semaine, on met au repos. Mais ces cartes-là, elles vont avancer dans ce système de boîte. C'est-à-dire qu'on va le revoir une fois par semaine pendant 4 semaines, puis une fois par mois pendant 3 mois. D'accord, je comprends la ligne du temps. Voilà, c'est la ligne du temps. Et les enfants, en fait, à partir du moment où ils ont ce matériel-là, les petites cartes, ils savent que ça doit avancer. Toutes les semaines, ils avancent un paquet. Ils sont dirigés par l'enseignante qui va leur dire « Aujourd'hui,
tu fais les cartes de la boîte jaune plus le tas 4, par exemple, ou le tas 5. D'accord. C'est valable, là, je vois que c'est CM2 que vous avez rapporté, mais c'est valable jusqu'à quelle classe? Vous allez Nous, on est prêt pour du CP jusqu'au CM2, voire la 6e. Aujourd'hui, on a produit pour du CM1, du CM2, parce qu'on a des problèmes industriels et qu'il a fallu qu'on commence avec nos finances personnelles. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est en bêta-test, en fait, sur une 40aine de classes. Le bêta-test, on cherche encore des classes, d'ailleurs. On cherche encore des classes. Et il faut leur dire, parce qu'en plus, on leur offre l'outil. Donc, pour tester, justement. Pour le tester dans leur classe. On est prêt. On peut offrir des outils de CM1 et CM2. Avec la formation sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Et on imagine qu'à fur et à mesure du temps, c'est-à-dire de classes que l'on gravit chaque année, les échelons, la mémoire est d'autant plus importante. On fait beaucoup appel justement à toutes les notions d'histoire aussi, qui sont importantes. Est-ce que justement, c'est pas aussi à l'arrivée au collège qu'on a besoin de renforcer Oui, alors sa mémoire? aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui ont été créés pour des lycéens, des étudiants, parce que là, ça devient urgent de gérer cette mémoire. Mais puis ils ont accès à leur téléphone et à leur ordinateur portable. Voilà. Donc il y a des applications qui sont prévues pour eux, mais pour les enfants de primaire, on n'a pas fait grand-chose. Et je trouve que plus on apprend tôt à apprendre, et puis plus on est autonome rapidement. Et puis ça évite le décrochage scolaire, j'imagine aussi. Exactement. Cette méthode, en fait, elle est complètement universelle. C'est la même pour tout le monde. Et d'inculquer cette méthode-là avec un outil physique, un outil qui peut toucher la manipulation avec des cartes, etc., c'est très très important et les enfants vont s'en servir toute leur vie. En ce moment, on est en train, en complément de ça, de développer une application, mais dans laquelle on va faire le maximum pour garder au maximum la gestuelle de la manipulation. Très importante, oui. Ça permettra aux enseignants d'avoir une plateforme, d'avoir un outil de gestion de tout ce qu'ils font avec l'outil physique, ou éventuellement, ceux qui ne veulent pas partir avec l'outil physique, d'avoir une application qui permet de le remplacer. Mais ça ne le remplacera pas aussi bien que l'outil physique. En revanche, ça permettra d'être en lien avec les parents, d'être en lien avec les orthopédagogues, les orthophonistes, toutes les personnes qui rentrent dans la vie des élèves et qui participent de près ou de loin. Et ils seront en lien, ils pourront communiquer par messagerie pour vraiment mettre le doigt sur les petites choses. Et la dernière question, le retour des professeurs, des maîtresses d'école, justement, elles constatent forcément un effet collectif de jeu et d'apprentissage? Déjà, elles trouvent que les enfants aiment beaucoup travailler avec ça. Ouais. Et puis elles se rendent compte du bénéfice. C'est-à-dire que le dernier exemple, c'est une enseignante qui me dit « Nous n'avons pas fait le conditionnel présent. Par contre, ils sont capables de relever une faute pensant que c'est du futur. » En disant, mais maîtresse, ils ont fait une faute, donc ils ont bien appris le futur. Et ils sont capables de retrouver dans un texte une faute qui n'en est pas une, mais voilà. Bah écoutez, bravo, et formidable. puis des enfants, surtout des enfants moi, qui m'ont vraiment surpris en utilisant cet outil, se rendant compte qu'en fait, apprendre, c'est pas si difficile que ça, c'est simplement cette régularité à faire. Et qui m'ont demandé est-ce que tu peux nous faire des cartes des capitales de l'Asie? Alors, je dis pourquoi? Parce que j'ai envie d'apprendre. Ah, génial. Alors, donc, vous donnez envie d'apprendre. Voilà. C'est tout gagné, franchement. Ça, c'est tout bénéf. Bravo, Frédéric Saint-Martin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hubert Carnot-Debreuil aussi. Vous êtes les fondateurs de Créadopt tous les deux. Bah, écoutez, longue vie. Je pense que la parole a été entendue. Si vous avez envie, en classe de CM1 et de CM2, c'est ça, voilà, de faire un test, eh bien, ces boîtes sont à disposition. Le site internet, c'est www.creadopt.com. Et voilà, et vous ferez la demande directement. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian qu'on retrouve sur le plateau. Alors Mickaël, la semaine dernière, on a révisé les maths avec vous. Aujourd'hui, on passe à la philo. Oui, et pour ça, Virginie, je vous ai trouvé sur Instagram et sur TikTok un duo de rappeurs super. Il s'appelle Félure et Andro.
J'adore l'idée, moi, des rappeurs pour apprendre la philo. Oui, et pour vous rassurer, sachez que même l'un d'entre eux est vraiment professeur de philosophie au lycée. Le deuxième, pas du tout. Antoine, alias Andro, est beatboxer et beatmaker. Il a même été champion de France de beatbox. Vous savez, le beatbox, c'est le fait d'imiter avec sa bouche le son d'instruments de musique et en faire carrément des morceaux. Les deux proposent donc des vidéos de rap sur les réseaux sociaux qui ont pour but de faire réviser les notions de philosophie. Voilà à quoi ça ressemble, par exemple, lorsqu'il parle de rhétorique. Dis, fais-leur, c'est quoi le cours? Aujourd'hui, rhétorique, même s'il y a tout ce qu'il faut chez Clem Viktorovitch, y a occasion à saisir. Dis, t'as suivi campagne présidentielle. Pas de ouf, j'ai l'impression qu'il me douille. T'as pas tort, il pratique des mécaniques anciennes. À tous les bords, y a très peu d'arguments valides. C'est-à-dire, un argument valide, c'est 1, plusieurs propositions et 2, une conclusion nécessaire. Souvent, c'est illusion de nécessité. Ah merde, comment ne pas se faire douiller? Schopenhauer nous l'explique à foison dans l'art d'avoir toujours raison. Je note. C'est génial, hein, vraiment. J'ai tout de même relevé une faute sur rhétorique. Dans rhétorique, bah oui, dans rhétorique, le H est après le R. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. En tout cas, si on le reçoit, on leur posera la question. Et à part ça, est-ce que ça marche alors? Les élèves sont réceptifs? Plutôt pas mal, oui. Près de 90 000 abonnés sur TikTok. Leurs vidéos cumulent 1,5 million de j'aime. Même si, attention, il n'y a pas que des vidéos de philo. Je vous le disais en introduction, Félure et Andro, ce sont des rappeurs. Ils ont même sorti un premier album intitulé La vie est simple, qui est disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne. Sur les réseaux, ils évoquent donc plein de sujets, toujours en rappant. Félure raconte même parfois sa vie de prof. Je vous propose de regarder d'ailleurs à quoi ça ressemble. Putain gars, faut que je te raconte, c'est la rentrée, j'ai rencontré une chier d'élèves. Tu as combien de classes? J'en ai 13, mon con. Mais je kiffe, tu connais, je sais pourquoi je me lève. C'est si beau le doute dans leurs yeux, ça compte. L'hésitation sur leurs lèvres, ça compte. Leurs efforts pour dépasser ce qu'il y a en eux. Et les personnes qu'ils sont que doucement ils révèlent. Je connais, mais dis-moi, t'as repéré des pépites? Y'a des pépites, mais je bosse pour tous les autres autour. Ceux qui n'ont pas encore les bases. Quel donc? Travail sa mère et éternel retour. Voilà. Eh ben, écoutez, mais alors d'où lui est venue l'envie de faire du rap à ce prof de philo? Il raconte que c'est l'écriture qui l'a mené au rap. Il a d'abord essayé d'écrire des romans, des poésies, des pièces de théâtre. Et c'est finalement en écoutant du rap qu'il a eu envie d'en faire. Il dit, les poèmes que j'écrivais, c'était déjà un travail de rime presque mathématique, comme ça lié dans le rap finalement. Et c'est en 2018 qu'ils se rencontrent avec Antoine. Ils se croisent pour la première fois dans une salle des fêtes du 19e arrondissement de Paris lors d'un tremplin rap. Félix et Antoine se disent à ce moment-là qu'ils pourraient sûrement mettre en commun leurs deux disciplines, l'écriture d'un côté, le beatbox de l'autre, et c'est comme ça que le duo est né. Et on peut leur souhaiter peut-être de faire de la scène bientôt ensemble? Évidemment que ça continue et que ça continue aussi de toucher le plus grand nombre sur les réseaux. Là, ils sont bien partis pour le moment. Ils font pas mal parler d'eux. Mais en dehors des réseaux sociaux, ils ont une ambition, oui, c'est monter sur scène, faire des lives afin de faire vivre leur musique le plus longtemps possible. On termine avec une notion philo, Virginie, très rapide. Avec joie. Qu'est-ce que la liberté? Ah, c'est pour moi ça. Alors, regarde. Savais-tu? Dis, fais-leur, j'en peux plus. Ce que ça veut dire le mot liberté. Faire ce que je veux, tu crois je suis teubé? Bah en fait à la base c'est un statut social. C'est celui de ceux qui ne sont pas esclaves. La liberté c'est pas faire ce que je veux. Sinon comment les gens vivraient entre eux? C'est pour vous, ma chère Emma Guessel, qui travaillait avec moi. On se reconnaît là-dedans. Merci beaucoup, Michael. Merci. Allez, c'est l'heure de Souvenir d'écolier. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Alex Good. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? Écoute, un regard au plus près du combat, si je puis dire, puisque en faisant l'UMNI, ceux qui travaillaient main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on travaille encore, avec tous les profs qu'on avait, c'était que des profs qui étaient vraiment des profs à l'école. Parce que l'UMNI, c'est une émission pour à destination... L'UMNI, c'était l'émission à destination des enfants pendant le confinement, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, mais une émission éducative à la télé française, il n'y en a pas tant que ça, donc... Le service public a pris l'initiative de faire ça pendant le confinement. On faisait 9 heures d'antenne par jour de cours. C'était un peu la folie, un boulot dingue. Mais du coup, j'étais vraiment au contact. Voilà, donc on a des super profs en France. Voilà, je trouve qu'on a des super professeurs. En tout cas, franchement, ceux qu'on avait étaient super. Voilà, moi, mon fils, il étudie aux États-Unis. Donc j'ai les deux systèmes d'éducation complètement différents. Ben, en fait, je pense il a quel âge là? Il a 7 ans, Elliot. Okay. Il est à sa première année d'école, donc il est en CP quasiment. Tu peux voir les deux différences et je pense que les deux systèmes d'éducation ont leur qualité et leurs défauts. Moi, je trouve que le défaut principal qu'on a chez nous, c'est qu'on est très basé sur les maths et le français quand même. J'ai l'impression que c'est encore vrai aujourd'hui, comme à mon époque ou ton époque. Tu es plus jeune que moi. Mais voilà, c'est vraiment le truc où on se dit, tiens, s'il est fort en maths et en français, il peut tout faire, quoi. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, c'est qu'est-ce qu'il aime faire?
Ah, il est fort en couture, alors on va lui mettre des cours de couture. Tu vois, des trucs ça que t'intéresse plus à la personnalité. nous, on n'a pas chez nous. Voilà. Alors, le problème, quand je te dis que les deux ont des avantages et des défauts, c'est que le niveau moyen culturel des Français va être plus élevé que le niveau moyen culturel d'un Américain, sauf si un spécialiste de géographie, où là, il va être explosé les spécialistes de géographie en France, parce qu'il va aller plus loin dans le truc. Et en revanche, sur la qualité moyenne, voilà, ils ont un peu moins de culture générale que nous, parce que très tôt, en fait, tu vois, mon fils, je te prends l'exemple, il adore la gym, et ben, ils le mettent à donf dans la gym, quoi. Il a des cours de ninja, il apprend à faire existe. Ouais, ça existe, parce qu'il donne des noms sympas pour que les enfants aient envie, tu vois. Donc il apprend à faire du parcours, tu sais, à sauter d'un meuble à l'autre, d'un mur à l'autre, c'est super à la maison, je te raconte pas. Il apprend à faire ça, et du coup il a les cours de trampoline, parce que ça va dans le même truc, pour lui apprendre à maîtriser son corps, tu vois. Donc ils essayent de pousser vers le truc qu'il aime bien, quoi. Voilà, que ce soit la peinture, l'art, donc je trouve que en fait, il faudrait vraiment un mix des deux, idéalement, tu vois. Si je devais dire qu'est-ce qui est bien, moi j'aime beaucoup les deux systèmes, voilà, mais je trouve que quand on se reproche, tu vois, chez nous, de se dire oh là là, mais les gens quand ils sortent de l'école, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et compagnie, c'est moins vrai là-bas. C'est-à-dire que très tôt, ils vont déceler ce que tu aimes bien faire. Après, c'est dur de déceler tout ça très très tôt. Oui, mais justement, l'avantage, tu vois, c'est que là. Faut prendre... Bah oui, mais par exemple, si t'aimes pas, tu changes. Et là, au moins, ils essayent de te pousser dans un truc. Plutôt que de dire attends, on va attendre de savoir ce que t'aimes. Donc tu te retrouves, tu as 16 ou 17 ans, et peut-être un peu tard. Voilà. Là, ils décident de te dire très tôt. Ouais, donc je trouve que les deux systèmes ont vraiment des avantages. En fait, j'aimerais bien qu'on soit un tout petit peu plus open ici. Tu vois, voilà. Et puis, ça, vous en discutiez pas quand... Ah si, bien sûr. Voilà. Quand vous prépariez l'émission Sans arrêt, j'en discute sans arrêt avec les professeurs. Et alors, ils disent quoi? Non, mais ils sont... évidemment, nous, on pense que notre système est meilleur que le leur, quoi, et eux pensent que leur système est meilleur que le nôtre. Donc le but, c'est de faire de diplomatie, d'expliquer les avantages, les inconvénients. Et puis, tu vois bien quand même que les choses évoluent. Tu as quand même de plus en plus, tu vois, de techniques d'apprentissage différentes à l'école, que l'école essaie de s'ouvrir. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Alex Good pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Et tout de suite, c'est le Zap avec le meilleur de School TV. Il y a évidemment les cicatrices de notre enfance qui sont toujours à l'œuvre et qui nous amènent bien souvent à notre corps défendant à répéter ce que l'on a subi. Donc il y a une notion de mémoire familiale, d'héritage, oui, ce que l'on a de reproduction. Il n'y a pas de raison que les autres ne le subissent pas aussi. Et alors vous étiez quoi? Vous étiez quel élève? Moi, j'étais absolument pas intéressé. Je me suis ennuyé. Voilà, vous vous vengez, c'est une explication. Je me venge. Non, parce que j'ai beaucoup d'amis enseignants et je continue de m'occuper d'enfants et d'adolescents, donc je suis en relation régulière avec les enseignants qui s'en occupent aussi. Mais vous n'étiez pas intéressé par l'école alors? Il y a un seul enseignant qui m'avait intéressé. Ah bah rendez-lui hommage. Je lui rends hommage. Monsieur ou madame? Almuès. Ouais, on se souvient des noms quand même, c'est extraordinaire. Qui m'a dit au début d'année, UR, je vois que vous êtes intéressé par l'histoire. Je dis ah bon, à quoi vous voyez ça? Et il me dit ben, je le vois. Et c'est la seule année scolaire où j'ai eu des bons résultats. Et vous étiez intéressé par l'histoire ou c'est le fait que justement il vous donne... Oui, j'ai été intéressé par l'histoire. Oui, vous étiez intéressé par le Et à l'inverse, j'avais un enseignant d'un ennui terrible dont j'ai découvert 15 ans plus tard sur une colonne Maurice qu'il s'agissait de M. Poirier. M. Poirier étant Julien Gracq. Julien Gracq, le vrai nom. On peut être un écrivain extraordinaire et un piètre enseignant. Et justement aussi, l'autre question qui se pose, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire société dans ce chaos protéiforme? Est-ce qu'il faut aller vers la rédaction d'un nouveau contrat social, en contrat social 4.0 ? Moi, c'est le thème de mon livre « Ma génération va changer le monde ». C'est de se dire que notre contrat social, il est basé sur le contrat est vicié. Parce que, par exemple, quand on apprend la devise « liberté, égalité, fraternité », on voit que c'est faux, c'est pas mis en application. Et même quand on apprend factuellement à comprendre nos institutions, on n'apprend pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Elles existent comme elles sont. Et en fait, si on apprenait ça, on aurait beaucoup plus envie de les remettre en question. Moi, ce que je dis, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Blablabla, mon podcast, c'est qu'on ne peut pas non plus tout attendre. Pendant longtemps, on pensait que la fracture entre les jeunes et la politique, c'était un problème de communication politique. Donc, on a mis les politiques sur YouTube, on leur a fait créer des comptes Twitter, etc. Moi, je faisais de la communication politique à ce moment-là. Et c'est les outils qu'on choisissait en se disant, quand on sera sur les outils des jeunes, alors on communiquera et on réparera le trou noir. Mais sauf que ce n'est pas qu'une question
d'usage. Mais c'est pas qu'une question d'usage. Et moi, j'ai fait l'expérience moi-même et j'ai compris que le problème était malheureusement beaucoup plus profond. Si c'était seulement un problème de communication, quand notre président va avec McFly et Carlito, on réglerait une partie du problème. C'est pas le cas, malheureusement. Et donc, du coup, la question, c'est où est le problème, quel est le problème? Et effectivement, on en parlait en début d'émission, il y a une psy un jour qui m'a dit, aujourd'hui, les psys, on considère que la crise d'ado, elle dure de 18 à 30 ans. Et donc, c'est vrai qu'on a changé aussi, et il y a une responsabilité qui est la nôtre. Et moi, je vois ça autour de moi tout le temps. On me dit, oh là là, tu t'intéresses tellement à des sujets d'adultes. On me dit ça, je dis, mais t'as 28 ans, t'es un adulte, en fait. C'est ça, en fait, théoriquement. Et dans les générations d'au-dessus, à 28 ans, on avait déjà parfois des enfants. Enfin, voilà, on était déjà établis. Nous, les gens freelance, ils n'ont même pas eu encore un CDI. Et d'ailleurs, ils en cherchent même pas. Voilà, ils préfèrent partir en voyage à la moitié de l'année. Voilà, et évidemment, je parle d'une partie de cette génération et elle est diverse. Et je me fais critiquer, donc je préfère poser le cadre. On commence à préparer cet argument, on ne sait jamais. Et être précise. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité de notre génération qui est maintenant d'aller prendre le pouvoir. Et moi, je faisais partie de cette génération moi, j'ai pris ma carte dans un parti politique à 15 ans. Hein. C'est l'âge légal pour pouvoir y aller. Donc la politique, j'aimais bien ça. Et pourtant, à 22 ans, j'ai pris ma retraite de ma vie politique. Donc c'est que en fait, ça fait fuir. Aujourd'hui, les partis politiques, ils font fuir les gens normaux. Ils font fuir les gens qui ne sont pas attirés par autre chose que voilà, faire changer les choses autour d'eux. Et donc, c'est un gros problème de fond et je ne sais pas trop comment le régler. Parce que d'un côté, je dis aux jeunes de se responsabiliser, mais d'un côté, je me suis déresponsabilisée moi-même. Donc, c'est facile de... Cohérence, toujours et encore. Pourquoi aujourd'hui le format du podcast? Alors moi je suis journaliste en radio, donc déjà le son me parle, la voix je trouve que c'est intéressant, ça fait passer plein d'émotions, on se projette différemment qu'avec une image. Et donc j'étais naturellement attirée vers ce format-là. Et puis aujourd'hui quand même la jeunesse est ultra connectée, donc même s'ils sont peut-être plus en ce moment sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Snap ou tout ce qu'on veut, TikTok, ça va venir sur les podcasts, donc c'est peut-être que je m'y prends un petit peu tôt. Je sais que c'est pas la cible particulière des podcasts, les adolescents, mais c'est quand même un espace d'expression qui est intéressant, je trouve. Comment réagissent les professionnels? Est-ce qu'ils sont parfois surpris, voire même déboussolés par quelques questions? Non, je me rappelle d'un échange, d'un épisode sur le métier d'avocat pénaliste où l'avocat avait 15 ans d'expérience du métier, et donc il lui dit, et en fait l'adolescente a eu une réaction hyper naturelle de oh, 15 ans, ah ouais, quand même. Et donc après, il y a eu une petite blague de lui qui dit bon, quand même, je suis pas si vieux que ça. Bon, voilà, donc j'ai trouvé que c'était très naturel et il y a eu une vraie discussion entre eux, c'était fluide. Donc non, ils sont pas surpris. Je pense que la plupart du temps, ils sont contents de pouvoir transmettre ce qu'ils font au quotidien et de pouvoir. Avec un échange très direct. On dit toujours qu'une petite dose de stress, c'est pas mal, quoi. Absolument, voilà. Absolument. Je sais que vous en souciez d'ailleurs avant l'émission. Mais j'essaie de vous stresser, ouais. Et puis à mal, une petite dose, c'est très bien. Non, c'est vrai. Hyper stressé. Avec modération. Mais il y en a et la plupart des humains ne commandent pas leur dosage en stress. Donc, et comme par hasard, le stress arrive souvent au moment où on ne l'attend pas et où là, il est contre-productif. Donc, bien sûr, il faut du stress. Mais le stress qui est renforcé, je dirais, par un système éducatif que les parents d'ailleurs vont eux-mêmes renforcer bien souvent dans le souci de bien faire pour leur enfant. C'est le fameux combien tu as eu aujourd'hui. Voilà, et donc on ne parle plus que de ça. Ce stress-là, évidemment, là, est contre-productif puisqu'il inhibe plutôt l'envie de découvrir la question le fait de pouvoir dire des choses qui seraient erronées, etc. On va s'en empêcher. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, on apprend moins bien à l'arrivée. On apprend beaucoup moins bien parce que si on était libre d'apprendre, on apprend par essai et erreur. Hein. Tout c'est ce qu'on fait quand on commence à marcher, quand on commence à parler, on lance des mots, ça a l'air d'être compris ou pas compris, on réajuste petit à petit. C'est comme ça qu'on apprend. Après, on va vous demander de ne dire que ce qui est pertinent et de garder le reste par nous. Sinon, vous vous taisez. Taisez-vous plutôt que de dire une bêtise, comme l'on dit. On le rappelait aussi il y a quelques jours ici dans l'École du Futur, il y a une récente étude de l'Institut Montaigne qui montre une dramatique désaffiliation politique des jeunes, puisque la majorité des 18-25 ans ne se retrouve dans aucun
partis politiques ou tendances politiques, Florent. Oui, et je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que paradoxalement, les candidats d'extrême droite n'ont pas des politiques auprès des jeunes qui est forcément plus développée que d'autres partis politiques. Je pense que ce qui historiquement fait un peu défaut à des partis de gauche, par exemple, c'est qu'ils ont toujours pensé que la jeunesse leur était acquise. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes à gauche qui ont une offre politique et qui ont des projets pour la jeunesse qui ne va pas très loin. La jeunesse, c'est quoi ? Ça commence par l'éducation, ça commence par les études supérieures, c'est comment faire pour que les jeunes trouvent un emploi, pour qu'ils arrivent à se passionner pour leur emploi quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent des jobs en CDI parce qu'ils trouvent plus de sens dans leur boulot. En fait, c'est tout ça, et c'est prendre conscience à quel point la jeunesse est diverse, on l'a dit tout à l'heure, on le répète encore une fois. Et je pense que c'est une fainéantise, à mon sens, des partis de gauche d'avoir pensé que cette catégorie de population leur était acquise. Pourquoi le format du podcast ? Parce que le format audio est multigénérationnel. En fait, on se rend compte vraiment que les parents et les enfants peuvent écouter. Il n'y a pas cette barrière potentielle de l'image qui peut cliver, en fait, qui peut dire aux parents « Ah là là, mais je vois pas du tout, je ne te vois pas du tout dans ce métier-là parce que tu as vu comment elle s'exprime, comment elle est habillée, etc. » Voilà, l'audio, c'est neutre, en fait. C'est consommable à tout moment. Les familles l'écoutent en faisant la cuisine, en marchant. Voilà, il y a plein de formats plein de situations très variées dans lesquelles le podcast est écouté. Et alors, est-ce que vous avez des retours d'expérience ? Quelles sont peut-être les questions qui reviennent le plus souvent, justement ? Alors, on a un comité de parents et un comité d'élèves qui nous accompagnent sur le projet. Et en fait, on est un jeune podcast, on a moins d'1 an. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de faire tous les fondamentaux comme sujet. Donc, bientôt va venir les études d'architecte parce que dans notre comité d'élèves, on a des élèves qui s'intéressent, qui se questionnent en fait sur cette voie-là, sur ce parcours-là. Et donc, nous, on missionne des conseillers d'orientation dont c'est la spécialité et l'expertise. Ce que vous m'avez entendu lire, en fait, ça vient d'un conseiller d'orientation qui est cité dans l'épisode parce qu'il sait très bien de quoi il parle en fait. Moi je ne suis que la voix de l'épisode, je ne suis pas du tout l'experte de l'orientation. Composé avec un corps en transformation et des désirs sans issue acceptable. Est-ce qu'il y a malgré tous ces changements des invariants ? Oui, bien sûr. Tout ce qui concerne le corps, par exemple, on met toujours autant de temps pour grandir, pour croître, pour passer le cap de la puberté, devenir adulte. Tout ça met toujours autant de temps. Le premier rapport amoureux n'a quasiment pas bougé, l'âge moyen. 7 ans toujours en moyenne. Voilà. Donc le rythme de développement corporel et psychologique, grosso modo, n'a pas beaucoup changé. Donc ça, c'est quand même... Mais par contre, il y a un décalage considérable entre ce rythme-là et les rythmes qu'impose le monde extérieur. C'est la fin de ce grand JT. Merci, Mickaël. Merci, Virginie. Demain, bien sûr. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Je suis très heureuse. On se retrouve évidemment sur schooltv.com, aussi sur les Freebox, canal 247. Merci à toute l'équipe de School, à Mani Pézèche à la réalisation, à Emma Guessel, Agathe Delannoy et Roxane Sarfati à la rédac, à Laure Edmond au make-up et Alex Larochelle au son. Ciao, à demain.